L'investissement est au cœur de la stratégie pour la compétitivité des entreprises. C'est ce qu'a dit cette semaine Pierre Moscovici, votre collègue au gouvernement. Eh bien, Farida Settiti, ici présente, et Thomas Kroos se sont rendus en Bretagne voir une entreprise de haute technologie qui a eu bien du mal à trouver les fonds nécessaires pour exister. Convaincre leurs clients espagnols que ce produit est le meilleur, c'est le challenge des cadres de la société Envivio, un défi non insurmontable car cette entreprise, spécialisée dans la haute technologie, développe et commercialise des logiciels qui permettent de diffuser des images haute résolution vers tous les terminaux, télé, tablettes ou encore téléphones, et cela partout dans le monde. Des produits qui, malgré la concurrence asiatique, semblent déjà avoir conquis ses acheteurs. Un rapport qualité-prix qui, pour le moment, il est le meilleur. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment, cette menace n'affecte guère le directeur des ventes Europe, Jérôme Leblanc-Barbedienne, est convaincu son entreprise dispose d'atouts essentiels. C'est la formation, c'est l'intelligence, c'est l'innovation. C'est tout ce qui permet d'ajouter un certain nombre de valeurs que nos compétiteurs n'ont pas aujourd'hui. Des valeurs qui permettent aujourd'hui à cette société de connaître un vrai succès. Elle a même fait son entrée au Nasdaq, bourse américaine, en avril dernier. Pourtant, rien ne permettait de croire que cette entreprise, créée par 6 personnes il y a 12 ans, puisse connaître une telle réussite. Car à l'époque, la centaine d'investisseurs français contactés n'a pas voulu prendre de risques. Alors, pour trouver les fonds, c'est aux États-Unis que son concepteur a dû s'exiler. Il fallait être dans la Silicon Valley pour trouver des fonds, pour nous accompagner. Les Américains et les Anglo-Saxons sont beaucoup plus culturellement, apparemment, habitués à investir dans le risque que les fonds, en tout cas français et européens. L'investissement, c'est la clé essentielle pour le développement des entreprises, mais aussi des emplois, insistent ces cadres. Leur société, malgré la crise, a réussi à obtenir des résultats qui en feraient rêver plus d'un. Une croissance de 40% en 2010 et 2011, 15% en 2012. Farida. Monsieur Sapin, bonsoir. Alors, quand on sait qu'en France, ça fait 30 ans qu'on investit, presque plus, alors que pour se développer, les entreprises doivent justement investir, est-ce que ça veut dire qu'en France, on a peur de prendre des risques? Oui, mais certains les prennent. La question, c'est de savoir si ceux qui ont envie de prendre des risques ont les moyens de prendre ces risques. C'est la question qui était posée. Est-ce qu'ils ont les moyens financiers? Est-ce qu'ils ont les moyens en termes de formation de leur main-d'œuvre? Est-ce qu'ils ont les moyens en termes de détermination de l'État à appuyer la conquête de marchés étrangers? C'est les moyens de l'innovation, les moyens de l'initiative, les moyens du risque qui aujourd'hui doivent être mis en place. Et là, justement, pour cette entreprise, il n'y avait pas de problème. Les moyens, ils les avaient, il y avait 110 ans. Non, je sens qu'ils allaient les chercher. Non, ils sont allés chercher les fonds. Et ils me disaient que dans la région où je suis allée en Bretagne, justement, plusieurs sociétés avaient dû mettre la clé sous la porte parce que justement, il leur manquait 1 ou 2 millions d'euros. Donc des sociétés qui auraient pu très bien fonctionner, qui avaient les moyens, etc., mais à qui il manquait des fonds. Alors j'insiste, vous allez regarder ce que dit le directeur des ventes toujours de cette entreprise. C'est une course permanente à l'innovation, avec des investissements qui sont parfois sur de court terme, parfois sur de long terme, et que c'est un certain goût du risque qui est financé en partie par les investisseurs américains, qu'on ne retrouve pas en Europe, et pas en France non plus. Et comment l'expliquez-vous? Il y a un certain nombre de critères économiques et politiques qui ne sont pas forcément les plus favorables. Une taxation, le fait que la mentalité américaine, elle, accepte de jouer, entre guillemets. Parfois on perd, parfois on gagne. En France, les gens veulent investir uniquement lorsqu'ils sont sûrs de gagner. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais deux choses très simplement, parce que c'est exactement les questions qu'il pose. Pourquoi mettons-nous en place un crédit d'impôt compétitivité emploi? C'est justement pour permettre à un certain nombre d'entreprises d'avoir des moyens propres à l'entreprise pour, par exemple, investir, ou pour, je reprends ces termes, innover, ou pour, je reprends ces termes, former les personnels. Le crédit impôt compétitivité emploi, c'est une des armes, un des outils. C'est pas suffisant, ça ne dégage pas suffisamment de somme au niveau d'une entreprise. Rien n'est suffisant à lui seul. Ce qui fait que ça marche, c'est le crédit impôt compétitivité emploi que je viens de décrire. C'est quand même 6% de la masse salariale, Monsieur Mazerolle. Ça fait beaucoup dans une entreprise pour leur permettre d'investir. Deuxième chose, vous ne pouvez pas avoir tous les fonds dans l'entreprise. Il faut aussi aller en chercher à l'extérieur de l'entreprise. C'est de l'investissement, c'est du placement. C'est vrai qu'en France, il y a une certaine frilosité.
Alors, et pourquoi crée-on la banque publique d'investissement? C'est pas suffisant, là aussi, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous en savez, puisqu'elle n'est pas encore en place? Non, on en parle déjà. On en parle, mais parler ne suffit pas. Il faut qu'elle soit en place et qu'elle mette... Parce qu'elle reprend des moyens des organismes qui existaient déjà. Pas seulement. Et reprendre des moyens, mais le faire différemment, en prenant plus de risques et en étant très attentif au territoire français. Là, nous parlions de la Bretagne. Il ne faut pas regarder simplement de Paris, en apportant des moyens aux très grandes entreprises qui présentent peu de risques. C'est un peu ce qui se faisait, y compris avec le Fonds stratégique d'investissement, qui était une bonne idée, mais qui a été mise en place dans des conditions qui ne permettaient pas d'aller jusqu'au plus fin du territoire français. Donc la banque publique d'investissement, qui date du début janvier, nous sommes le 13 janvier, donc se met en place, les décisions sont en train d'être prises. Voilà aussi une manière de répondre à un autre aspect. Ce sont les seules incitations, M. Sapin? Ça en fait déjà 2 et qui sont déjà très importantes et ça correspond déjà aux 3/4 des questions qui étaient posées par la personne en question. Donc vous voyez que c'est cela, plus la réforme du marché du travail, plus, on en parlera peut-être, le contrat de génération pour aider à l'embauche de jeunes, c'est tout cela qui permet aux entreprises de trouver aujourd'hui des moyens dont elles ne disposaient pas. J'irai plus loin. C'est ce qui va leur permettre, devant une reprise que je crois réelle dans le cours de cette année, d'être accélérateur d'investissement et accélérateur d'emploi. Parce que ça, c'est très important. La France, même quand il y a une période de reprise, est désormais toujours en arrière des autres. Ça reprend, mais elle investit moins que les autres. C'est ce que vous avez souligné. Elle investit moins, en particulier dans l'innovation. Ces 10 dernières années, ça a été une catastrophe. Ça reprend, mais il y a moins d'emplois qui sont créés. Mais bien, c'est ça que nous allons, c'est à ça que nous allons mettre fin quand même, avec ces outils qui sont, je pense, d'une très grande efficacité. Sur la politique fiscale, M. Sapin, quand même, à partir du moment où vous avez décidé de taxer autant les revenus du capital que les revenus du travail. Alors sur le plan de la justice, on peut dire formidable. Mais en même temps, beaucoup vous disent, mais ça ne prend pas en compte la part de risque qui existe dans la mise dans un capital d'une entreprise. Et donc, il faut rémunérer davantage, sinon, ils vont partir. Ou ils ne viendront pas. Ce qui est drôle, c'est qu'on parle souvent de choses comme ça sans regarder à côté. Là, il nous a permis, ce chef d'entreprise, de regarder à côté. Qu'est-ce qui se passait aux États-Unis ou en Grande-Bretagne? Mais est-ce que dans ces pays, les revenus du capital sont imposés très différemment des revenus du travail? La réponse est non. Ils sont moins taxés. Ah ben non, peut-être globalement. Globalement, mais, oui. Mais on paye autant d'impôts sur les revenus du capital que sur les revenus du travail. Comme ils sont moins normal. Taxés. C'est parfaitement normal. Enfin, le moindre Français comprend que c'est normal. Après, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un revenu du capital? C'est la question de la plus-value. On peut rentrer dans les détails si l'on veut, mais on va pas y aller. Donc, imposer de la même manière les revenus du capital et les revenus du travail. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. La politique fiscale française est formidable et n'empêche pas l'investissement. On ne change rien. L'investissement, puisque nous parlons de quoi? Nous ne parlons pas de ceux qui taxent les entreprises, nous parlons de ceux qui taxent les ménages, les gens, l'impôt. Et l'impôt doit être le même pour celui qui a comme seul revenu les revenus du travail ou pour celui qui a comme seul revenu les revenus du capital. J'ai l'impression de dire une banalité. Oui, mais justement, M. Sapin, regardez, quand on voit que justement l'investissement préféré des Français, c'est l'assurance vie. 1200 milliards d'euros ont été placés, ça rapporte 2,5% en moyenne, mais ça ne bénéficie pas aux entreprises, justement. Est-ce que vous pensez qu'il faut réformer l'assurance vie ? Oui, d'abord, ce que vous dites n'est pas totalement exact. Il y a une partie de l'assurance vie qui doit obligatoirement, en fonction de la loi aujourd'hui, aller vers le financement des entreprises. Donc vous auriez en face de vous un assureur, il vous dirait, madame, vous êtes à côté de la plaque. Oui, enfin... Je ne vous le dis pas comme ça du tout, parce que c'est insuffisant. Parce qu'aujourd'hui, c'est insuffisant. Elles le font, mais elles ne le font pas suffisamment. Je pense que c'est un des points sur lesquels nous pourrions faire évoluer la réglementation pour que les compagnies d'assurance vie, en particulier, aillent plus encore vers le financement de notre économie que simplement vers des financements qui seraient de caractère plus pépère. Alors pareil pour le livret A, vous avez augmenté le niveau des dépôts, mais là encore, les gens ne prennent pas de risques en plaçant leur argent sur le livret A ou dans une assurance vie. Alors comment faire en sorte... Quand on va sur un livret A, on ne prend pas du risque en tant que tel. D'ailleurs, quand on va sur une assurance vie, on ne cherche pas à prendre du risque. Ce qui compte, justement, c'est le manque de risque en France que... Non, ce n'est pas le problème de risque individuel. L'objectif des assurances, c'est d'essayer de supprimer le risque individuel pour le remplacer par... Mais il s'agit de ceux qui placent l'argent. Voilà, il s'agit de ceux qui gèrent l'argent ensuite. Pour ce qui est de ceux qui gèrent l'argent des livrets A, la première des destinations du livret A, la première, c'est la construction de logements en France. Oui, mais c'est pas bon pour l'activité économique, ça ? Mais c'est pas suffisant, M. Sapin. Et vous croyez que dans le domaine de la construction du bâtiment, on ne pourrait pas créer des emplois? Vous croyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas un petit problème en termes... Donc, quand on finance le logement,
Premièrement, on crée des emplois dans le domaine du bâtiment. Et deuxièmement, je dirais presque c'est le plus important, on répond à un besoin fondamental des Français, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de logements neufs pour répondre aux besoins des Français. Sans faire de la technique, monsieur. Donc je ne suis pas dans la technique, non, mais sans faire de la technique. De montrer que vous n'êtes pas dans des images en blanc, sur le noir. constat. Vous êtes d'accord sur le constat, hein, vous répondiez ça tout à l'heure, qu'en France, on n'aime pas trop prendre de risques. Et alors, évidemment, quand on monte le niveau du livret A, quand on dit l'assurance vie, bon, c'est un placement sans risque. C'est pratiquement pas dangereux. Bon, on contrebat pas cette tendance naturelle apparente des Français qui est surtout pas de risque. Monsieur Madrol, de qui parle-t-on quand on parle des investisseurs américains? On parle des fonds de pension. C'est quoi un fonds de pension? C'est la sécurité sociale à l'américaine. Oui. Bien. Est-ce que vous pensez que celui qui met son argent dans un fonds de pension, il le fait pour prendre des risques ou il le fait pour garantir, la psychologie sa santé ou pour garantir sa vieillesse? Mais c'est la psychologie américaine. Il le fait pour garantir sa santé ou garantir sa vieillesse. Bah oui, c'est la différence. Non pas le Français, celui qui gère l'argent des Français. C'est là où il ne faut pas porter ça sur le genre. Mais il ne faut pas dire que c'est le Français. Il n'y a pas de culture de long terme, c'est du court terme tout ça. N'injuriez pas non plus toute l'économie française, tous les entrepreneurs français. Non, injurier, c'est pas une injure, mais ne minorez pas non plus. Il y en a énormément parmi eux qui prennent heureusement des risques, qui prennent des livres. Mais qu'il faille les encourager à le faire, oui. Et que ce soit fait insuffisamment, oui. Comment la Banque publique d'investissement est là pour prendre des risques qui n'étaient pas pris jusqu'à présent et financer des risques qui n'étaient pas pris jusqu'à présent. Le livret A ou l'assurance vie qui doit être sûre pour les Français peuvent être utilisés plus au profit de l'économie elle-même, de l'entreprise elle-même et de l'emploi. C'est ce qui a été décidé par le gouvernement. Voilà, c'est ça, c'est subtil. Il faut utiliser l'ensemble de ces outils de la manière la plus efficace, mais aussi de manière techniquement adaptée. Merci Farida.